Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan! Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour débriefer les 3 dernières étapes du Giro. Exactement. Alors, d'abord l'étape de mardi, donc le contre-la-montre qui va nous intéresser particulièrement dans cette émission. On se posera la question de Vingegaard et Paul Sexas sur le Tour de France. Qu'est-ce que ça peut donner sur les contre-la-montre? Et donc, il a été remporté par Filippo Ganna avec pratiquement 2 minutes d'avance sur Thymen Arensman qui fait une bonne perf pour le classement général. Vingegaard, lui, termine après 3 minutes. On a noté la bonne performance de Rémi Cavagna côté français, troisième. Le lendemain, on a eu une grosse échappée réglée par Narvaez au sprint devant Mas. Troisième victoire pour Narvaez sur ce Giro. Et aujourd'hui, on a eu les équipes de sprinters qui se sont fait lâcher pour la plupart. Et Segart a profité du manque de personnel dans les derniers kilomètres pour partir et s'imposer avec quelques secondes d'avance sur Thunert qui règle le groupe maillot rose. Au classement général, on a toujours Elalio qui est en tête, il n'a plus que 33 secondes d'avance sur Vingegaard, Arensman 3e, Gall 4e, bien placé dans cette course au podium, et côté français, on a Mathis Rondel qui est 12e à 4,51. Voilà, alors Nathan, toi sur cette séquence, quels sont tes tops et tes flops? Alors pour cet épisode, j'ai décidé de choisir 15 flops et 15 tops qui sont pour moi les éléments les plus représentatifs de ces 3 derniers jours passés sur le Giro. Donc le seul et unique flop, c'est Jonas Vingegaard sur le contre-la-montre. Pour moi, je le voyais, je l'avais dit précédemment, pour moi, il devait récupérer le maillot rose sur ce contre-la-montre. Il devait exploser le Portugais. Le Portugais s'est battu et il a gardé son maillot rose. Et pour moi, c'est une très grosse contre-performance de la part du Danois. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et mon top, c'est l'équipe Bahrain Victorious en entière. Sur ces 3 jours, elle conforte son excellent début de Giro. Elle conserve le maillot rose encore plus que c'était prévu. J'ai vu une déclaration de la part d'Alfonso Laio qui disait il était surpris de l'avoir conservé après le contre-la-montre, comme moi finalement. Et surtout, là, on a vu qu'il avait pu jouer la bonif encore sur l'étape d'aujourd'hui. Il a récupéré encore 6 secondes, donc c'est très important. Et Alex Segart, qui va remporter une magnifique victoire, comme il l'a fait au Grand Prix de Denain en faisant le coup du kilomètre. Donc, vraiment, l'équipe Bahreïn fait un excellent Giro. Ben, ok, merci Nathan. Alors on va rentrer sans trop s'attarder, hein, mais rapidement, plus en détail sur les étapes. Déjà, je te propose qu'on commence celle de hier, avec la victoire de Narvaez. Donc là-dessus, est-ce que tu as des choses à nous partager, toi? Mais je voulais surtout revenir sur les 3 derniers kilomètres finalement. Une étape assez mouvementée, hein. Il y a eu beaucoup de coups, tout ça. Les échappés ont eu du mal à partir, beaucoup de relances. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le final entre Jonathan Narvaez et Enric Mas. On a vu les deux hommes arriver, ils étaient tous les deux devant. Derrière, il y avait un groupe de chasse de 3 à 20 secondes. Et Enric Mas, il a pas arrêté de relayer, alors qu'on sait que contre Jonathan Narvaez, il est très loin d'être sûr de gagner. Et pourtant, il l'a amené sur un plateau. Et quand il a sprinté, j'ai trouvé que l'Espagnol était beaucoup plus fort que ce que je pensais. J'ai trouvé qu'il avait presque rivalisé avec Jonathan Narvaez. Du coup, j'étais déçu qu'il ait autant travaillé.
Ouais, alors sur le sprint, t'as vu il l'a bien surpris quand même sur le départ. Ouais, c'est Mais ça. après, ouais, il lui passe un peu devant, mais il l'enferme pas contre les barrières, hein. Ouais, Du coup, il non. laisse De toute façon, il aurait Narvaez été la déclassé. possibilité de passer. Bah, je sais pas, non, franchement, une fois qu'il était devant, Gilbert, t'as vu, il l'a dit sur Eurosport, et moi je m'attendais un peu comme lui, qui ferme un peu la porte, et il a resté ouvert. Bon, c'est vrai qu'il a peut-être manqué un peu de roublardise, on va dire. Mm. Mais après, bon, qui roule, etc., ça revient derrière. Moi, c'est pas tellement ce qui m'a plus interpellé, on va dire. Déjà, moi, ce qui est un peu dommage, c'est que dans ce gros groupe là, il y avait quand même des gars qui pouvaient concurrencer Narvaez. T'avais Scaroni, on a vu Ou qu'il était hyper ici, fort. T'avais Ulissi, voilà, mais il était bon. Van Enveld aussi. oui, qui a Euh, chuté avec Philippe Ozana. Bah c'est ça en fait, et Scaroni. Les trois, Ouais, ils ont chuté alors que c'était peut-être les trois plus aptes à concurrencer Narvaez. Donc au ouais, final, tout à fait. là on se disait bon, on va avoir un final sympa. Malheureusement, cette chute finalement, elle a permis à Narvaez de faire une bonne partie du boulot. Et en plus, derrière, les autres ont rien fait pour le mettre en difficulté. Chaque fois qu'ils étaient avec lui, ils ont roulé avec lui. Je pense à Stuyven, Vlasov, Ulissi, le pire. Donc au final, Mas, il roule avec lui, mais Mas, au moment où il roule, ils ont le trou qui est fait. Finalement, est-ce que sa plus grande chance de gagner, c'était pas de rouler quand même? Bah, Bref, c'est pas disons forcément que ce qui m'a interpellé. Henrik Mas, je pense que vu son palmarès et son expérience, qu'il fasse cinquième ou deuxième sur cette étape, honnêtement, ça va pas changer sa carrière. Donc je pense qu'il aurait dû essayer quelque chose comme il l'a fait dans le Ouais. final, Mais, mais c'est ce que en se ouais. conservant un petit peu plus. Finalement, il a laissé rouler dans le dernier kilomètre, quoi, pour essayer de Ouais. récupérer un peu avant le sprint final. Mais dans la montée, de toute façon, c'est à lui de faire le boulot, hein. Narvaez, il allait Ah pas oui, le ça je suis lâcher. d'accord. Mais c'est sur Il les allait pas parties le plates. lâcher. Ouais, ouais. Dans la montée, s'il y avait un endroit pour le lâcher, c'était dans la montée. Donc voilà. Bref, moi c'est plutôt les autres qui m'ont embêté, ouais. Surtout Ulissi, quoi. Il y avait Scaroni, son équipier qui était derrière, qui avait l'air en plus en forme, hein. Parce que avec sa chute, finalement, il perd pas tant de temps que ça, hein. En tout cas, très Quand il belle repart, il étape était à à 50 suivre. secondes. Ouais, tout à fait. Mm. Et l'étape d'aujourd'hui, voilà, où on a un Sigart, alors t'en as parlé, qui finalement, on l'avait pas noté, mais c'est après coup, c'est pas une surprise, Oui, parce c'est ça, que, comme tu l'as dit, il nous a exactement. fait le coup déjà 2 fois cette année, 2 ou 3 fois au moins, dont Oui, une au Grand Prix de Denain qui est allé au bout. oui. Et effectivement, avec un manque de personnel dans le final, et ben, c'était tout bénef. Il en a Finalement, bien oui, profité. comme tu Et dis, c'est une attaque un petit peu téléphonée. Une fois qu'on a vu la course, finalement, parce que c'est la quatrième fois qu'il le fait, donc on sait qu'il est spécialiste de la chose. Dans The Wild Game, oui, c'est ça, il avait essayé de surprendre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Ça avait échoué, mais il l'avait déjà tenté. Et là, il le retente. Et on nous explique aux interviews que c'était prévu ce matin au briefing. Donc vraiment, le prévoir et le faire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. ouais, ouais, j'avoue que là, ils ont trouvé des bons coéquipiers là, en la personne des coureurs de Movistar là, qui l'ont amené sur un sur un plateau et il n'y avait plus personne dans le final. C'est ça. Donc ça, Et il y a c'était Nielsen aussi qui a roulé pour Ethan ouais. Vernon. Mhm. Bon, et bah très Très bien. bonne Et recrue chez d'ailleurs, Bahreïn, en tout cas. on va embrayer avec. Je te propose le contre-la-montre parce que là aussi, il nous a fait un bon chrono, Bah oui, tout à fait. Sigart. Ouais, Bah, bon, c'est le spécialiste du contre-la-montre à la base, hein. C'est pour ça un qu'il est bon aussi chrono. fort dans ce coup Je sais du pas s'il l'a kilomètre. fait. Ouais.
s'il a fait à fond, puisqu'on dit que Vingegaard n'a pas été fou. Il y a peut-être, ouais, j'ai peut-être dit bon chrono parce que il était pas loin sur les premières arrivées, mais sur la fin, ouais, il a quand même été Il, dépassé par pas mal il de monde préparait du son classement coup général. déjà à l'avance. Alors sur ce chrono justement, alors ce qui nous a interpellé, voilà, c'est Vingegaard, qui en plus, t'as vu sa tête à l'arrivée, hein. Oui, Il en tout à pouvait fait. plus, il était à bout, Exténué. ouais, il était au bout de sa vie, hein. Et, Il n'a pas géré. ouais. Et alors c'est là où nous on se replonge un peu dans nos mémoires et on se dit, Vingegaard, on le voyait comme un bon rouleur avec les chronos qu'il a fait, mais sur un chrono tout plat comme ça, avec très peu de virages, et ben finalement C'est pas terrible. sa performance, ouais c'est pas terrible, et la performance à Caen l'année dernière, et ben c'est peut-être pas un accident de parcours quoi, c'est peut-être le symptôme que c'est pas sa spécialité. Et quelque part, ça serait un peu rassurant parce que c'est quand même un petit gabarit. Et voilà. Qu'est-ce que Bah, t'en penses, toi? bah c'est ça, les chronos qu'on avait vus sur le Tour de France avec un petit peu de montée m'avaient habitué à voir un Jonas Vingegaard très fort sur la discipline. Mais en fait, sur des chronos de purs spécialistes, comme tu l'as dit, à Caen, ou ce chrono de mardi sur ce Giro, bah en fait, Jonas, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas dominateur sur la course. Du coup, bah ça revoit mon estimation sur ses capacités à rouler sur le plat, mais j'ai quand même été déçu de le voir bah, derrière bah, derrière des Lorenzo Milesi, etc. Enfin, j'étais Bah, déçu. même voilà, Ben O'Connor, normalement, quand même, Ouais, voilà, c'est pas le meilleur rouleur, hein, c'est ça. pour le général. Et alors, et à l'inverse, on a un Arensman qui est peut-être un peu plus. On l'attendait dans les meilleurs du général, hein, mais il a peut-être un peu plus performé que ce qu'on pouvait s'attendre, hein. Je sais pas ce que t'en dis, toi. Ah, après, pour le chrono, il faisait partie des favoris, hein. Sur Tirreno Oui, Adriatico, qui d'ailleurs partageait la moitié du parcours avec sur ce Giro, il avait fait déjà deuxième derrière Filippo Ganna. Donc c'est loin d'être une surprise. Et c'est un des éléments, le chrono, qui nous faisait dire que pourquoi pas Tim Arensman pouvait jouer le podium sur ce tour, sur ce Giro. ouais, bah alors moi je t'avoue, je le voyais pas forcément devant les spécialistes qui sont juste derrière lui là, Ouais, bah, c'est Cavagna, un spécialiste du Max, chrono. Berg. euh, mais bon après c'est l'idée que on s'en fait. Et pour revenir sur Jonas. Vingegaard, oui, bah parce que l'époque où ah oui, c'est ça que je voulais dire. Autour de Catalogne aussi, moi je t'avais dit, tain, dans la roue, tu sais l'étape là où Remco chute dans le dernier Oui, rond-point. Et bah moi je te disais, non mais les 30 derniers kilomètres là, il était dans la roue de Remco, c'était tout plat, et tu voyais qu'en termes de puissance, sur les routes comme ça, plates, exposées, mais il est en galère. Et pour moi, c'est un peu une confirmation de ça, parce que là, tu perds 3 minutes au kilomètre, sur 40 kilomètres, donc ça fait presque, on n'est pas loin de 50 secondes tous les 10 bornes. c'est énorme. Ouais, et au nul doute que Remco, il serait dans les temps de Ghana, hein, Bah, même là-dessus. mieux. Peut-être mieux, après, bon, c'est quand même le parcours idéal pour Ghana, hein, j'ai envie de dire. Donc, je mets quand même une petite incertitude là-dessus. Voilà, finalement, avec tous ces petites choses, quoi, ces signaux faibles, ça nous fait dire que bah, Vingegaard, ouais, finalement, il n'a pas la puissance que peuvent avoir un Pogacar, mais en même temps, bah, il lui manque 10 kilos. 5-6 kilos hein, par rapport à Pogacar, et que Paul Sexas, qui nous a montré, alors c'était un chrono en côte, mais nul doute que sur les chronos plats, ça sera pareil, il nous a montré aux Pays-Bas que le chrono, lui, euh,
c'est dans Billetterie. sa palette. Voilà. Il nous a montré aussi cette année au Tour d'Algarve sur un chrono plus roulant où, comme on a dit, il n'avait pas pris tous les risques que voilà, il 19 serait secondes là. de Filippo Ganna. Ouais. Alors, combien il faisait? Je sais plus combien il faisait le chrono à Algarve. Une vingtaine de bornes, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc bon. Et C'est pas alors mal. justement, ouais, je te propose qu'on s'intéresse au chrono Sur le Tour de principal, hein, sur France. ce tour. Voilà, sur ce Tour de France. Donc le chrono principal, ça sera Évian-Thonon. Alors attention, c'est pas tout à fait le même profil puisqu'on voit qu'on a une montée, une descente, la fin un peu plate. On n'a que 26 km. Finalement que 26 maintenant on dit, hein. Avant, nous, côté français, on n'aimait pas trop quand il y avait trop de chronos. Maintenant, on va peut-être en réclamer, hein. On va aller chercher. Oh, mais je nul doute que l'année prochaine, Prud'homme fera un tour pour Texas, hein. Et Remco pourra venir alors. ouais, faut pas trop en mettre non plus, c'est ça. Ouais, le bon curseur. Et par contre, on Exactement. voit à l'inverse de mardi que ça sera beaucoup plus tortueux, hein. Tout le final qui est plat là, ça va être virage en épingle à 90, encore 90, encore une épingle. Donc là, par contre, Vingegaard devrait être un peu plus à son avantage, que ce soit dans la partie montée, enfin un peu plus à son avantage, perdre moins de temps en tout cas, que ce soit dans la partie montée et dans le final. Voilà, comment tu vois les choses toi sur ce chrono pour ce tour par rapport à ce que nous a montré Jonas mardi? Alors, comme tu l'as dit, ce chrono est complètement différent de ce qu'on a vu mardi en Italie. C'est un chrono qui a une grosse bosse quand même. Donc pour moi, c'est beaucoup plus à l'avantage de Jonas Vingegaard, qui moi la première impression que j'avais eue de lui sur un contre-la-montre, c'était à Combloux, sur le contre-la-montre du Tour de France 2023, où il avait littéralement explosé Tadej Pogačar dans la côte de Domancy. Donc ce jour-là, ça m'avait vraiment choqué. Et je m'étais dit vraiment là, Jonas est l'un des meilleurs du monde au contre-la-montre. Donc là, je pense que ce parcours pourrait rappeler ce contre-la-montre de la côte de Domancy. Oui, bah, moi c'est vrai que j'avais aussi en tête là le contre-la-montre de Rocamadour sur le tour, où c'est Van Aert qui gagne, mais on est la veille de l'arrivée à Paris, il a le maillot jaune, c'est en 2022 si je dis pas de bêtises, et il semble laisser gagner Van Aert dans les derniers hectomètres parce que voilà, il a suffisamment d'avance en général pour récompenser le coéquipier, etc. Mais il fait un sacré Tour de France. On s'en souvient, vous vous en souvenez peut-être parce qu'il a failli chuter dans les derniers virages, là, dans la dernière descente avant la montée sur Rocamadour. Et effectivement, à ce moment-là, 2022, toi tu parles de 2023, c'était peut-être là où aussi il excellait dans le domaine. Là, les derniers contre-la-montre, eh ben, c'est pas tout à fait ça, hein. Alors celui de Caen l'année dernière était plat, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de virages comme ça? Honnêtement, je me rappelle plus, mais il avait déjà pris 1 minute 20 sur Remco Evenepoel et sur Pogacar et même Matteo Ouais, Jorgensen avait fini devant lui. Et à ce moment-là, on se disait, bah, c'est un accident, crash industriel, mais c'est exceptionnel, ça ne se reproduira plus. Et là, bah, on voit que ça se reproduit. ouais, ça se reproduit. Alors, toujours pareil, hein, est-ce que il est pas non plus sûrement au pic de sa forme, hein. Il essaye de tirer le pic de sa forme, j'imagine, pour la troisième semaine du Giro, qui est la plus intense, et pour essayer de le prolonger jusqu'au Tour de France. Oui. Enfin, je sais Après, ça pas. Est-ce n'excuse que pas tout quand même. ouais, bah c'est sûr, surtout encore une fois, quand on voit sa tête à l'arrivée, il a pas fait semblant, hein. Non.
Alors qu'on me dise qu'il gérait la semaine dernière, moi je n'y crois pas une seule seconde. Encore une fois, la semaine dernière, il prend très vite 30 secondes sur Gall et après il se fait rattraper sur la fin. À mon avis, il a pas beaucoup géré. Mais alors là, impossible de dire que mardi qu'il a géré quand on voit la tête qu'il fait quand il franchit la ligne. Non. Eh ben, très bien, donc ouais. Euh, donc des grosses perfs en 2022-2023. Donc toi, tu penses que c'est vraiment le parcours et que là, au mois de juillet, sur le parcours en Haute-Savoie, il sera à la hauteur de ce qu'il nous avait montré il y a 3 ans, 4 ans? Alors, à ce niveau-là, honnêtement, je ne pense pas, parce que cette époque-là, il était littéralement à son prime. Mais je pense qu'il sera au niveau de Paul Succas. C'est bizarre de tourner la question dans ce sens-là, mais pour moi, c'est Jonas qui doit être au niveau de Paul Succas, car la vapeur s'est un petit peu inversée cette année. On le voit presque derrière Paul Succas sur un contre-la-montre. Donc, je me dis qu'ils seront à peu près sur le même niveau. Je les mets sur le même pied d'égalité. Après, Pogacar, c'est un chrono qui est également taillé pour lui. Ouais, bah on verra. Après, toujours pareil. Normalement, ceux qui seront en tête à ce moment-là auront intérêt à prendre moins de risques aussi. Donc ça peut favoriser peut-être une Euh, réduction des quarts au général quand on voit les épingles qu'il y a. je pense Non, que qu'est-ce que t'en penses? à ce moment-là, sur le Tour de France, je pense que les trois qu'on a cités, Tadej, Jonas et Paul, prendront tous les risques. Honnêtement, Ok. j'ai pas de doute là-dessus. Ouais, bah écoute, on verra, hein, mais s'il y a de la pluie, que tu risques de gâcher ton Ah oui, tour, non, mais c'est de la pluie, tu d'accord. vois? Mais on est sur le Tour de Ouais, je sais pas. France. Bah, Paul Sexas, un podium, ça sera déjà... C'est Ben non, l'objectif, non? non, 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 non. C'est podium, c'est l'objectif. Mais si il a l'occasion de prendre 30 secondes à Vingegaard, bah, surtout sur un contre-la-montre, il faudra pas se priver, car il sera pas à l'abri de perdre 20 ou 30 secondes dans un col. Ah bah tu me fais plaisir en tout cas quand tu montes de l'ambition comme ça pour notre Paul Sexas. En tout cas, il Et en ben a, il faut qu'on aille une aille aussi. oui, exactement. Bon, bah très bien pour ce topo là. Si tu voulais parler d'autre chose sur le contre-la-montre, alors à noter côté français, hein, Mathis Rondel, peut-être un peu décevant. On disait qu'on n'avait pas forcément des références sur les longs chronos. Bon, Voilà, il a fait le bah taf, hein, Mathis, hein. il a fait ce qu'il a pu. Ouais, Il pour finit un premier contre-la-montre aussi long, de 40 km, c'est une perf totalement respectable pour un grimpeur. ouais. Bon. Et à noter par contre aussi Cavagna qui fait troisième, comme on a dit. Ça, moi j'étais plutôt bien satisfait parce qu'on sait que sur les chronos de 20 km, il est bien, mais après quand c'est un peu long, des fois il a du mal à gérer, il part vite et là il s'est pas effondré là. Enfin, je sais pas ce que t'en dis, mais moi j'étais plutôt content. Bah, évidemment, il a perdu quelques places enfin une place sur la fin, et puis on voit qu'il a perdu un peu de temps hein, sur des concurrents directs dans le dernier pointage, dans le dernier secteur, mais il s'est vraiment pas effondré. Ben oui, c'est sûr. Il nous a fait des très bons chronos cette année, hein. En 2025, il avait été assez décevant sur la discipline par rapport à ce qu'il avait pu nous montrer. Mais là, il revient en véritable spécialiste de contre-la-montre. Donc ça fait plaisir. Ok, bon, merci. Je te propose qu'on reste sur Paul Sexas pendant qu'on y était là, qu'on Évidemment. regarde un peu ce qu'il a fait. En Sierra Nevada, donc moi je te disais là dimanche que je soupçonnais qu'il s'entraîne au contre-la-montre par équipe et enfin, la T'as eu mes fins. confirmation pratiquement, hein, parce que ils nous ont refait le coup lundi là.
avec presque les mêmes sur des segments un peu similaires, tu vois, 10 km à 2% ou un peu moins de 2% de pente, donc sur du faux plat montant. C'est pas forcément ce qu'on aura totalement à Montjuic, mais ça Ça ressemble ressemble. quand même, hein. Ouais, c'est-à-dire ils vont être toujours en prise, il n'y a pas de descente, il y a des passages à 2%, il y a du plat, du 2%, et puis la montée finale. Donc c'est-à-dire on est en prise tout le long, quoi. Et on voit que bah voilà, il a fait son chrono avec encore Prudhomme, Bisseguer et Danouleux cette fois. Je t'ai envoyé aussi un autre segment où il y avait Danouleux. Alors, je sais plus lequel c'est. Euh, alors, est-ce que En, c'est en tout peut-être cas, pas celui-là? ça nous montre une première ébauche de ce à quoi pourrait ressembler l'équipe du Tour de France, de Decathlon CMA-CGM. Oui, oui, oui. On parlait que tu voyais pas Danouleux, bah tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, Le seul il est là, absent qu'on pourrait noter, c'est Mathieu Riquiteo. ouais. Et à noter que dans ces entraînements là plus récents, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, il y avait Tige Benoît avec eux. Le Belge, qui Euh, sera un des rouages les plus importants en capitaine de route sur le Tour de France 2026, évidemment, si il a pu retrouver toutes ses capacités physiques. ouais. Et on n'avait toujours pas la publication de ce qu'ils avaient fait dimanche aussi. Alors quelqu'un nous a dit en commentaire qu'ils avaient peut-être fait du home trainer. C'est vrai que je suis pas allé voir le temps qu'ils faisaient dimanche. Voilà, moi C'est je une me disais peut-être qu'ils possibilité faisaient... Ouais, c'est possible. Je me disais peut-être qu'ils faisaient de l'intensité et qu'ils publient pas. aussi. Euh, voilà. Mais en tout cas, bon, il fait aussi des longs efforts. On l'a vu sur des cols, sur des efforts de 40 minutes. Bah tu vois là, par exemple, 36 minutes. Mm. Bon, 12 km/h. Son niveau, c'est pas, c'est C'est un peut-être cyclo, pas quoi. l'intensité là. Mais voilà, en tout cas, il fait des efforts un peu plus longs. Voilà pour Sexas. T'avais autre chose sur Sexas pour toi ou on peut passer à la suite? Ah, Bon, non, je pense qu'on a été assez complet. ouais. Je pense que pendant cette période en Sierra Nevada, il en profite pour bosser les deux efforts qu'il rencontrera sur les deux contre-la-montre différents du Tour de France. Je pense qu'il fait pas que celui de Montjuic. Oui, oui. Et puis, bah, comme on a dit, hein, l'intensité dans la haute montagne sur les efforts de 40 minutes, là où il avait peut-être travaillé les efforts de 5-10 minutes Pour la en Flèche début de saison. Wallonne. Voilà, Voilà. exactement. Et là, alors, une info à prendre avec les pincettes, Ah, ah, c'est en marge du Giro, le manager général de UAE qui a déclaré attention. euh, le Tour de France passe avant tout, concernant Pogacar. Jusque-là, ça va. L'objectif prioritaire est d'arriver en forme pour le Tour, et à partir de là, de décider du reste du calendrier en fonction de l'évolution de la situation. Autrement dit, eh ben, il y aurait possibilité pour lui qu'il participe à la Vuelta. Et quand on lui pose la question, donc c'est AS, hein, le journal espagnol, lui il dit ça dépendra de la façon dont il termine le Tour. Alors, est-ce que Pogacar sur la Vuelta, t'y crois ou t'y crois pas? Alors moi, personnellement, mon avis, j'y crois pas du tout. Alors, je vais vous expliquer ce que je pense. Il va sortir du Tour de France, peut-être un petit peu moins désabusé que l'an dernier, car il aura eu peut-être un match, on sait pas, un petit peu plus compliqué, on va dire, que d'habitude avec Paul Sexas. On sait pas comment ça va se terminer, mais admettons il gagne, parce que ça reste le scénario le plus plausible. Il va gagner le Tour de France. L'un de ses objectifs suivants, c'est les championnats du monde. Et c'est quoi la meilleure préparation pour les championnats du monde 2026? C'est les courses au Canada. Donc, Montréal, Québec.
Et s'il veut y participer, eh ben ça correspond pas avec les dates de fin de la Vuelta. C'est sur le même week-end. Donc il devrait, s'il veut faire la Vuelta, il devra arrêter la Vuelta, gagner la Vuelta. Ça se terminera le 13 septembre. Et il aura qu'une semaine pour se rendre au championnat du monde. Et ça me semble assez compliqué. Mais s'il Alors fait attends, ça, oui, vas-y. ouais, j'allais te dire, il a une semaine avant le contre-la-montre, championnat du monde contre-la-montre, et 2 semaines avant la course en ligne. Lui, le contre-la-montre, bon, je pense Oui, il pas s'en que ça fout. soit un objectif. Donc, Oui, c'est vrai, ça lui j'avais pas laisserait deux noté cette semaines subtilité. entre le 13 septembre et le 27. Enfin, il a 2 semaines en gros entre le dimanche de la fin du Giro et le dimanche des championnats du monde de course en ligne. Donc, logistiquement parlant, avec le décalage horaire, etc., C'est c'est faisable. faisable. Maintenant, Mm. voilà, comme tu dis, ça met en péril sa participation, évidemment, ça empêcherait la participation même aux deux classiques canadiennes juste avant, et ça ferait un pic de forme long, beaucoup d'efforts. Donc, c'est effectivement, je pense que c'est plus pour répondre aux journalistes sans fermer la porte, mais Moi, honnêtement, si il venait à faire la Vuelta, je serais extrêmement surpris. Parce que si il loupe les deux premières courses de préparation au Canada, ça veut dire qu'il ouvre la porte complètement à Paul Sexas, qui, dans ce cas-là, devrait exploser la classique de Québec et celle de Montréal. Et donc, il arriverait avec une confiance folle pour les championnats du monde, alors que potentiellement, Pogacar, il serait déjà amorphe de son Tour de France plus de sa Vuelta. Donc, il pourrait être le plus démuni sur un championnat du monde. eh ben, écoute, on verra ça. On espère avoir tort, pour Paul Sexas, évidemment. Très bien, je te propose qu'on passe aux 3 prochaines étapes sur le Giro. Donc celle de demain, pratiquement plate, et évidemment, on est en Italie, donc un petit col là, 4,7 km à 7%, situé à 13 km de l'arrivée. Voilà. Échappé, qui va au bout, une bataille de punchers. Qu'est-ce que t'en Un penses? UAE? Narvaez? Pas Narvaez? Ah non, C'est la euh, question. euh, moi j'aime bien Narvaez, hein, j'ai rien contre lui, mais là on peut plus Ça là. fait beaucoup. On veut, on veut voir ça fait trop. On va voir quelqu'un d'autre. Euh, Mais c'est un n'importe. profil qui est encore adapté Bah ouais, à l'équatorien. ouais, ouais. Bah Donc, écoute, on on verra verra. ce que cela nous réserve demain. Après bon, il y a quand même du 7%, ils disent les 2,1 derniers kilomètres sont à 9,7. Donc pareil, hein, tu connais Oui, qui tu arrête pas connais là. évidemment, qui C'est ça que rêve je voulais voir. Ouais, au général, il en est d'arriver à où lui? prendre une étape sur ce Giro, qui essaye de se placer autant qu'il peut dans tous les coups, mais malheureusement son équipe est tellement consacrée à Jonathan Milan qu'ils n'ont plus d'énergie pour lui dans l'école et donc il se retrouve souvent esselé. Ouais, elle est un peu coupée en deux son équipe, hein. Euh, Ouais, on voit que c'est c'est vraiment problématique, hein, décevant. sur euh, sur, euh, sur les grands tours maintenant. Ouais, du coup, tu connais, il est à 12 minutes, donc ouais, il pourrait. Ouais, c'est pas un danger, hein. On se dit que un Mats Pedersen à la place de Jonathan Milan aurait été beaucoup plus Ah ouais, salvateur ouais, pour ouais. l'Italien. Surtout sur le Giro là, où là, ils mettent des côtes dans tous les sens. Mm. Mais bon, il l'a fait l'année dernière, hein. Donc là, c'était Ouais, c'est ça, l'inverse. c'était Ils ont le tour. switché. Il voulait faire le Tour de France, ce qui se comprend. Ouais, ouais. Mais on peut pas couper Mats Pedersen en deux, malheureusement. C'est dommage.
Ouais, c'est dommage. Alors, maintenant, je te propose qu'on passe à l'étape de Ah, samedi. Alors là, l'étape de là, c'est pas de samedi, la rigolade. on entre dans le vif du sujet. Eulalio, eh ben, merci, Finito. c'est Au beau, revoir. c'était beau. Mais là, les choses sérieuses commencent avec, eh ben, le sapin de Noël, quoi. Enfin, ça monte, ça descend toute la journée. Oui, c'est ça. Euh, alors, elle est pas très grande, hein, 133 km seulement, mais Courte mais on a intense. 15 km à 6%. Euh, 7,5 là, 7,8%. On a des autres petits cols hein, par-ci par-là. Et puis la montée finale, 16,6 km à 7%. Donc voilà, hein, Alors, pour c'est le des vrais coup, longs cols alpins, hein. je vais pas refaire ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. Mais si là, Jonas Vingegaard ne reprend pas le maillot rose sur Alfonso Elayo, je ne comprends plus rien. Et je Il y a plus de pense 30 que, secondes, hein, 33. ouais, en plus. Et j'ai envie de voir ce que va donner Félix Gall, qui fait un très bon début de Giro. Mais là, il y aura des ascensions de col. Qui dit ascension de col dit descente. Qui dit descente dit un Autrichien un petit peu sous la réserve. Donc j'ai envie de Ouais, voir. bah, ouais, moi j'ai envie de voir, bah, pas tellement dans les descentes, mais dans la montée finale. Bah ça, j'ai pas de Euh, problème dans la montée. Mais s'il il perd le contact sur les favoris, dans les descentes, ce sera un petit peu plus complexe. Bah, moi j'ai envie de voir, surtout par rapport au niveau de Vingegaard, hein. On dit que depuis le début de ce Giro, Vingegaard, très bien, il fait le taf, il est en tête des leaders du général, il a un petit peu d'avance, d'ailleurs on n'a pas fait le point forcément sur combien il avait d'avance. Au général, sur un Ironman, il a 1,30 et 2 minutes sur Gall, très bien. Ok, c'est un petit matelas, mais bon, j'ai envie de voir un peu plus là. J'ai envie qu'ils mettent 1 minute à tout le monde. Ce Oui, qui et serait puis pas, peut-être, au vu du parcours, ça serait pas énorme, hein. Moi, en début de Giro, tu non. me dis Vingegaard, il met 1 minute là, je te dis, ouais, bah écoute, sur Paris-Nice, sur des cols 2 fois moins longs, il a mis plus. Donc, voilà. Bah c'est ça. Et puis on sait que Pellizzari, sur les trois dernières étapes qu'on avait débriefées, il avait été un petit peu mis à mal. Mais on a su par la suite qu'il avait eu des problèmes d'estomac. Et là, vu le chrono qu'il nous a fait avec un temps plutôt respectable, ben, je pense que ça va mieux, ces problèmes d'estomac. Donc, je pense qu'il pourra redevenir un des principaux concurrents à Jonas Vingegaard. Et bah, d'ailleurs, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si t'as vu hier, enfin oui, t'as sûrement vu, t'as Net Company, la Ineos, qui ont Oui, roulé bien à ils ont bloc dans temporisé. certaines montées. Bah, ils ont roulé bien à bloc, non? Et Bah, t'as Decathlon aussi qui a bien roulé aussi. À mon avis, ils testaient Pellizzari Pellizzari, justement. ouais, Bah, bah, c'est possible, hein. je pense parce que tu vois, ils ont quand même fait certaines montées assez soutenues. Et c'est vrai que c'était l'occasion de tenter d'éliminer facilement un Bah oui, exactement, candidat ça au mange pas de général, pain. quoi. Bon, c'est ma Et lecture, hein, je sais l'Italien pas. a tenu, donc ça nous promet un beau spectacle pour samedi. Ben, j'espère. Bon, très bien. Et la dernière étape de ce triptyque là, celle de dimanche. Alors là, toute plate, à Milan. Alors, j'ai pas. Est-ce qu'on a les derniers kilomètres là-dessus? Mais ça devrait finir au sprint, quand même. Ah bah là, on n'aura pas beaucoup meilleure opportunité pour les purs sprinters qui sont Jonathan Milan, Dylan Groenewegen et évidemment un autre pôle national, Paul Magnier, qui pourra bah, laisser part à sa supériorité sur ce Giro en remportant une troisième étape au sprint. On dit jamais 203, alors pourquoi pas à Milan devant Milan. Ce serait beau. C'est beau, ouais.
Effectivement. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a des épingles là, hein. Bon, on verra ça. On verra ça dimanche. Alors, je dis ça parce que chaque fois, j'espère qu'ils nous ont trouvé une belle ligne droite quand même pour une fois, qu'on ait un vrai Sans sprint pavé. avec tout le monde. Sans pavé et voilà, et sans virage. À 300 mètres, ça serait bien. Et ben très bien, merci Nathan, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, merci pour vos commentaires d'ailleurs, hein, on les Oui, lit ça avec nous touche attention. beaucoup. Alors ça nous touche les compliments, effectivement, et aussi ce que vous dites, toujours très Pertinent. intéressant et pertinent. Et du coup, nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez sur le duel Vingegaard-Sexas sur le contre-la-montre du Tour de France. Et là, sur les 3 étapes, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pensez que Vingegaard va assommer la concurrence samedi? Ou vous êtes un peu déçu et vous attendez peut-être que Félix Gall lui fasse la peau? Peut-être. Qui sait? Ouais. Nous, on suivra ça avec attention et on vous dit tout très vite. Et à bientôt. Allez, Paul, On est on dans est dans ta ta roue. roue.